Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous propose qu'on attende encore une petite minute avant de démarrer, le temps que la majorité des inscrits se connectent. Et ensuite, du coup, Aurélien et moi nous présenterons, vous redonnerons un peu le contexte de ce webinar, puis on se lancera dans le sujet du jour, les coûts de la détention d'une résidence secondaire. Et je pense, Aurélien, qu'on va pouvoir démarrer et les suivants nous rejoindront, reprendront le train en marche. Ça marche. Alors, avant de rentrer dans le détail des charges au quotidien de résidence secondaire, je veux dézoomer un peu et vous présenter assez rapidement le contexte de marché, du marché des résidences secondaires. Donc, il y a eu un changement de paradigme qui a été lié à la pandémie du Covid-19, au confinement partiel ou totaux qu'on a pu connaître et à l'essor du télétravail. Ça se traduit de deux façons. Le besoin d'espace, que ce soit l'espace de sa résidence principale ou d'avoir accès à des espaces extérieurs, et l'émergence des villes moyennes. Donc, très concrètement, une ville comme Paris attire moins qu'avant, ça se traduit par les chiffres des prix de l'immobilier ou la démographie, et ça, les grandes villes attirent moins au profit soit de leur propre banlieue, soit des villes moyennes, où les gens vont chercher plus d'espace. Et en plus d'aller chercher des kilomètres carrés moins chers et plus d'espace, les Français veulent aussi plus de résidences secondaires. Donc il y a eu un gros engouement sur le marché des résidences secondaires à l'issue des périodes de confinement. En revanche, ça reste un rêve assez souvent inaccessible pour la plupart des Français, une résidence secondaire, soit qu'ils n'aient pas les moyens financiers pour réaliser l'acquisition, mais aussi parce faute de compréhension parfois. Qu'est-ce que ça signifie concrètement acheter et gérer une résidence secondaire? Et une fois qu'on a répondu à cette problématique, il se pose une question, c'est est-ce que je suis prêt à gérer cette complexité? Et dans quelle mesure je dois le faire moi-même ou je peux le déléguer? Et combien ça coûte dans tous ces cas-là? Je laisse Mathieu vous présenter le sommaire. Alors, je vais revenir déjà avant qu'on se lance dans le détail sur qui nous sommes. Donc, Aurélien et moi-même travaillons chez Prélo, l'expert de la résidence secondaire en France, avec un concept qu'on porte qui est celui de la résidence secondaire en acquisition partagée, mais aussi des services d'accompagnement à l'achat, la rénovation et la gestion d'une résidence secondaire pour le compte de personnes qui investissent seules en tant que monopropriétaire d'une résidence secondaire. Donc, moi-même, Mathieu, je suis le responsable du développement chez Prélo. Donc, mon rôle dans la société, c'est d'organiser le sourcing, la chasse de résidences secondaires, leur analyse, leur acquisition et leur transformation pour arriver à des produits clés en main, rénovés, meublés, décorés et prêts à être utilisés par leurs futurs acquéreurs. Et moi, je suis Aurélien, je suis responsable du property management. Une fois que Mathieu a sourcé un bien, l'a acheté, a réalisé les travaux, l'a équipé, meublé, décoré, je prends le relais sur la partie contrat, donc assurance, internet, eau, gaz, électricité, sur le fait de démarcher, faire des devis et choisir des prestataires, jardinier, pisciniste, équipe de ménage, électricien, plombier, homme à tout faire, et concierge dans le cas de Prélo. Et je gère aussi tout ce qui est séjour, soit le séjour des copropriétaires de la maison, via l'application qu'on a développée, soit quand aucun propriétaire a prévu de séjourner dans le bien, on la propose en location courte durée, Airbnb, Abritel, Booking, etc., pour générer des revenus aux copropriétaires et justement au moins gommer les charges. Alors, en termes de déroulé de la présentation, on va revenir très rapidement sur les données principales de marché, sur le coût d'achat, d'entretien d'une résidence secondaire. Aurélien vous présentera ensuite l'ensemble des postes de dépenses à prendre en compte et à anticiper quand on achète une résidence secondaire. Et l'idée ensuite, c'est de rentrer vraiment dans le détail, poste par poste, des coûts ou du temps passé, en utilisant une maison exemple qu'on a choisie dans le catalogue Prélo.
qui permettra un peu de poser des chiffres concrets sur tous ces postes de dépenses. On reviendra aussi un peu sur comment estimer ces dépenses quand on est seul derrière son ordinateur et devant une annonce d'un bien qu'on envisagera d'acheter. Une résidence secondaire, combien ça coûte? C'est pas nous qui l'inventons, c'est vraiment des moyennes de marché dont on vous parle aujourd'hui. Déjà, les résidences secondaires représentent plus ou moins 10% du parc immobilier français. Une résidence secondaire, c'est pas forcément une maison de rêve avec piscine, etc. Il y a toute typologie de biens, de l'appartement une pièce jusqu'à des très grandes surfaces avec beaucoup de terrain. Le prix d'acquisition moyen d'une résidence secondaire en France en 2021, c'est 280 000 euros. Ça, c'est le prix à l'achat, mais ça coûte aussi de l'argent de manière récurrente sur l'entretien, sur le point de vue administratif, sur les dépenses opérationnelles des séjours dans une résidence secondaire. En moyenne, sur ce bien moyen, du coup, à 280 000 euros, et pour 280 000 euros, selon la localisation, on n'a pas du tout la même chose. On va avoir un 2 pièces sur la Côte d'Azur ou une grande maison de campagne dans le Perche. Donc le coût moyen d'entretien est de 7 000 euros par an. De manière un peu plus large, selon la typologie de bien, le standing, la surface, etc., on considère que le coût d'entretien d'une résidence secondaire va varier entre 2 et 4% de la valeur d'acquisition du bien. Alors, quels sont les postes de dépenses à prendre en compte quand on veut estimer ce que va nous coûter une résidence secondaire? La première grande catégorie, ce sont les charges administratives. Ce sont des dépenses qui sont obligatoires, qui sont incompressibles parce qu'elles sont inhérentes au fait d'être propriétaire ou occupant. La première, c'est la taxe foncière. Elle est payée par tous les propriétaires de biens immobiliers, que ce soit en résidence principale ou secondaire. Et elle va dépendre de la taille du logement et de la géographie. Elle diffère d'un département à l'autre. La seconde, la taxe d'habitation, c'est une taxe qui est payée par l'occupant de la maison. Elle varie selon la localisation du bien. Et alors, ça peut soulever des questions parce que certains d'entre vous se savent qu'on est amené à être exonéré des taxes d'habitation. En revanche, pour ce qui est de la résidence secondaire, c'est l'inverse. La taxe d'habitation perdure, voire elle peut être majorée jusqu'à 60% par rapport à la taxe d'habitation normale. Ensuite, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est lié à la collecte des déchets. Elle est souvent inclue dans la taxe foncière. Elle représente environ 10% du montant de la taxe foncière. Et finalement, l'assurance habitation, elle est souvent plus importante à taille égale de maison pour une résidence secondaire que principale, parce que, et Mathieu vous en parlera après, les résidences secondaires font plus souvent, en tout cas, l'objet de cambriolage. Et elle peut aussi être majorée si vous prévoyez de faire de la location courte durée, donc Airbnb, avec votre résidence secondaire. La seconde catégorie de charges sont les charges opérationnelles. Ce sont les charges inhérentes au fait de vivre dans votre maison. Donc tout ce qui sont les consommables, l'eau, l'énergie, Internet. En consommable, on va aussi avoir le bois, le fioul, le gaz, tout ce qui est énergie. Vidéoprotection, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas obligatoire, mais on recommande de souscrire un service de protection de votre résidence secondaire. Et enfin, ça va énormément dépendre de la typologie du bien. En tout cas, pour une maison, ouais. C'est fortement recommandé. Oui, c'est vrai que j'ai toujours la maison en tête, comme on travaille surtout sur des maisons. Et enfin, le ménage, à l'issue de votre séjour de voyageur en courte durée, vous pouvez avoir recours à une prestation de ménage. Si c'est un ménage pour vous, à l'instar de votre résidence principale, il est éligible à l'abattement fiscal de 50%. Si le prestataire de ménage auquel vous faites appel, que ce soit un indépendant ou une grande entreprise type O2 ou autre, est éligible à l'agrément service à la personne, vous pouvez avoir 50% d'abattement fiscal.
Sachant que la majorité des personnes feront leur ménage eux-mêmes quand ils se rendent dans la résidence secondaire. Ouais. L'idée de cette présentation, vous le verrez par la suite, c'est de bien mettre en avant soit les coûts quand on fait faire, soit le temps passé quand on fait soi-même. Pardon, je vois une question, une demi-question, bon, on verra après. Et enfin, les charges d'entretien, ce sont les charges pour maintenir votre bien immobilier en bon état. Donc, on compte le jardin, la piscine, la cheminée s'il y en a une. Tout ce qui est la maintenance de mobilier d'équipement, c'est les maintenances de réparation, quand il y a des dégâts, quand il y a l'usure du temps sur les choses. Et enfin, le fonds travaux, c'est très facultatif, c'est un peu comme dans les copropriétés d'immeubles. On recommande d'approvisionner un fonds travaux chaque année pour anticiper les grosses dépenses que vous allez pouvoir connaître par la suite. Ravalement, toiture, isolation ou gros dégâts pas couverts par l'assurance. Alors nous avions une question de Claire. Comment savoir si notre taxe d'habitation va être majorée du coup, je l'imagine. Aurélien, est-ce que tu as la réponse à cette question? Il y a un site officiel du gouvernement qui détaille effectivement commune par commune si la taxe est majorée ou non. C'est chaque commune qui prend la décision individuelle de majorer. Et c'est toujours le cas, en tout cas dans les villes de plus de 100 000 habitants qui sont tendues. Ok. Pour l'exemple du jour, alors on vous a trouvé un exemple de bien qui correspond à notre niche d'expertise chez Prelo, donc qui est vraiment la maison de standing. Donc on a choisi une villa en Bretagne avec un jardin d'une surface maîtrisée. On a moins de 1000 m² de terrain. 4 chambres pour une surface habitable de 174 m², 2 salles de bain et à l'extérieur sur la terrasse, un ensemble piscine chauffée et jacuzzi. L'idée maintenant par rapport à ce que nous présentait Aurélien auparavant, ça va être de redescendre sur l'ensemble des postes qu'il a cités, tous les coûts que nous avons estimés sur cette maison avec un peu les clés de calcul si vous avez un projet personnel et aussi identifier un peu le temps de gestion ou d'entretien pour les personnes qui vont essayer de faire eux-mêmes au maximum pour limiter les dépenses. Voilà. Alors, si je rentre dans les charges, la première catégorie dont je parlais, ce sont les charges administratives. La taxe d'habitation représente 1 820 € pour cette villa, pour cette maison pardon, à Vannes. Elle n'est pas majorée, donc c'est le prix normal que payent aussi les gens qui ont une résidence principale. Et ils sont amenés à ne plus la payer. La taxe foncière est de 1 300 €. On a séparé la taxe foncière de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 143 €, donc ça fait en tout un peu plus de 1 400 €. Et finalement, l'assurance pour un bien comme celui-là s'élève quasiment à 800 € par an. Donc ce qui est un poste quand même non négligeable finalement à ramener au mois. Et enfin, on a introduit une ligne administrative parce qu'on cherche aussi à valoriser, au-delà de l'argent dépensé, le temps passé. J'aurais dû commencer par là, pardon, avec 2 colonnes. La première où on délègue totalement la gestion du bien, de chacune des lignes de dépenses, et la seconde où on délègue partiellement, donc on fait les choses soi-même. Pour les charges administratives, comme je disais, comme ce sont des charges incompressibles, on peut pas les déléguer. Et on estime qu'il faut consacrer 24 heures, donc 2 heures par mois en moyenne à l'administratif, donc le paiement des taxes, la gestion de l'assurance, etc. Je vais laisser Mathieu, qui connaît beaucoup mieux la maison que moi, pour l'avoir chassée, vous détailler les charges opérationnelles et les charges d'entretien. Merci Aurélien. J'ajoute une précision sur l'assurance, c'est que ces 800 € par an qui peuvent peut-être surprendre certains d'entre vous s'entendent avec un niveau de garantie qui est confortable. On a aussi un bien avec un niveau de risque de par la présence de la piscine, du jacuzzi, qui est plus important qu'un bien qui n'aurait pas ces équipements. Enfin, il y a un usage de résidence secondaire, donc une présence de l'occupant qui est moindre
sur l'année, ça joue aussi sur le tarif. Et sur ce tarif d'assurance, le contrat prévoit que le bien peut être mis en location saisonnière et donc être couvert pour les dommages liés à la location saisonnière jusqu'à 3 mois de location par an. Donc voilà, pour faire un peu la différence avec une résidence principale. Mathieu, d'ailleurs, il y a une question sur les différents types de polices d'assurance qu'on peut souscrire. Alors, sur une résidence secondaire que vous allez occuper, soit tout le temps vous quand elle est occupée, soit occupée plus location saisonnière, on va être sur de la multirisque habitation classique. Ça va être juste l'usage du bien nommé au contrat qui va différer. Ce qu'il faut bien avoir en tête, du coup, c'est de se couvrir pour l'intégralité des risques qui seront présents dans la maison, la location saisonnière étant un risque. Et après, sur l'identification du bien des équipements, bah, de toute façon, c'est pris en compte par votre conseiller en assurance au moment du contrat. Si vous achetez une résidence secondaire dans un but exclusivement d'investissement locatif, vous allez faire de la location saisonnière à 100% sur le bien, vous n'allez pas y aller. Vous pouvez avoir un contrat un peu différent sur une base d'assurance propriétaire non occupant, comme un investissement locatif classique, mais avec des garanties, encore une fois, un peu supérieures, de par l'usage qui sera fait, le fait qu'il n'y aura pas un occupant unique, mais des occupants multiples sur de la location saisonnière. Pour reprendre les charges opérationnelles, donc les consommables, pour démarrer. Donc, l'idée sur ces coûts-là, c'est de ne pas avoir de surprise. Donc, pour vous donner un peu des clés de calcul, sur l'eau, on va prendre la capacité d'accueil de la maison maximale, on va prendre la consommation moyenne d'eau d'une personne. Ici, on rajoute le fait qu'il va falloir refaire le niveau de la piscine, du jacuzzi de manière un peu régulière. Et du coup, on prend une conso de 120 litres par jour par personne toute l'année. Avec le prix de l'eau, ça nous donne c'est 560 € par an. Sur l'électricité et le chauffage, le plus simple, c'est toujours de se baser sur le DPE quand il y a un DPE. Attention, en ce moment, les coûts de l'énergie augmentent significativement. Un DPE d'un bien qui est en vente aujourd'hui aura quasi toujours été basé sur les prix de l'énergie au 1er janvier 2021 ou au 1er janvier 2022. En tout cas, ils prendront pas en compte cette variation des prix de l'énergie très forte depuis 6 mois environ. Il faut bien intégrer ça à ces calculs. Ici, on est sur une construction récente de 2020 de mémoire, très bien isolée, très performante énergétiquement, donc ça représente pas des coûts énormes. Une petite parenthèse, que ce soit sur le prix de l'énergie ou sur toutes les charges administratives dont je viens de parler, n'hésitez pas à demander soit à l'ancien propriétaire, soit à l'agent immobilier de vous fournir des factures. Comme ça, vous pouvez vous baser sur quelque chose de réel. Absolument. Internet, on a pris un forfait confortable, hein, on s'est basé sur les prix d'Orange de mémoire, donc 40 € par mois pour une box Internet avec bouquet TV et quelques services additionnels. Je pense que l'abonnement inclut notamment Netflix. Libre à vous de prendre un abonnement moins coûteux et moins complet aussi. Et enfin, chez Prélo, on prend systématiquement un système d'alarme et de vidéoprotection sur les biens. On le recommande aux acquéreurs de résidences secondaires qui achètent des maisons, encore plus sur des maisons qui sont un peu isolées. Ce qu'il faut avoir en tête en termes de statistiques, c'est que les résidences secondaires sont 15 fois plus cambriolées que les résidences principales. Ça à relativiser tout de même, hein. Il y a chaque année 0,1% des ménages qui sont cambriolés leur résidence principale, 1,5% des ménages qui sont cambriolés leur résidence secondaire, donc 1,5% des ménages qui détiennent une résidence secondaire qui se la font cambrioler. C'est 15 fois plus, mais on a quand même 98,5% des propriétaires de résidences secondaires qui ne se font pas cambrioler, ou en tout cas pas tous les ans. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que en général, quand il y a un cambriolage, quand il y a des cambriolages dans une résidence secondaire, c'est du cambriolage à répétition. La maison est peu occupée, les personnes sont venues une fois. Si
s'ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a eu des modifications, qu'il y a la présence d'un panneau qui prévient d'un système de sécurité, etc., ils ne se priveront pas de revenir. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je ne pense pas. C'était sur les assurances, parfait. En termes de charges d'entretien, donc juste sur les charges opérationnelles, on ne fait pas soi-même, sauf si vous voulez pédaler sur un vélo pour générer votre électricité, mais ça va être très compliqué à faire fonctionner dans le temps. Sur les charges d'entretien, en revanche, c'est là où on va pouvoir réaliser des économies significatives si on a la main verte, si on est bricoleur et si on a du temps à allouer à ces sujets. Le fonds travaux, c'est une ligne facultative. Ce qu'il faut quand même avoir en tête sur des biens qui représentent des surfaces assez importantes, sur des maisons notamment, où vous n'avez pas un syndic de copropriété comme sur un appartement qui va faire ce travail d'anticipation des dépenses futures. Un ravalement de façade, une rénovation de toiture, un remplacement de chaudière, c'est des choses qui coûtent vite plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est toujours plus prudent de les anticiper et de les provisionner petit à petit dans le temps pour avoir déjà une petite cagnotte qui permettra de couvrir partiellement, voire totalement la dépense le jour où elle se présente, plutôt que de se retrouver avec des travaux impératifs et une difficulté à les assumer financièrement le jour où ils arrivent. Donc le fonds travaux pour cette maison qui est en excellent état maintenant, mais il va y avoir l'ensemble des postes qui vont arriver à peu près au même moment, dans une quinzaine, une vingtaine d'années, selon l'évolution du bien, c'est-à-dire toiture, ravalement au minimum. Donc on imagine une provision qui est de quasiment 2500 euros par an. Après, chacun s'adapte en fonction de sa situation, mais sur ce bien, s'il y a une réno de toiture à faire dans 15-20 ans et un ravalement de façade à faire potentiellement un peu plus tôt, c'est une enveloppe globale de 40 à 50 000 euros. En termes de jardin, on a une surface de jardin relativement maîtrisée. On a 1000 mètres carrés. On n'est pas sur du 100% pelouse, arbres, etc. On a aussi de la terrasse qui est plus simple d'entretien. Si on fait passer un jardinier, ça coûte quand même un peu d'argent. Ici, on a estimé à 1867 euros par an. Si on fait le jardinage soi-même, ça va prendre du temps. Encore une fois, on a une petite surface. Donc, l'idée, c'est que, et ça ne s'entretient pas forcément toute l'année, on va être moins régulier dans l'entretien sur les mois d'hiver qu'au printemps ou pendant l'été. En tout cas, ça prend du temps. On estime sur cette surface de jardin une 50aine d'heures à l'année. Ça nécessite aussi de l'argent parce qu'il va falloir acheter des matières premières type terreau, un arbuste pour remplacer un autre qui est mort, etc. Mais aussi des équipements. Vous avez une haie, il va bien falloir vous équiper à un moment ou un autre d'un taillet parce que le fer au sécateur, ça va prendre un temps fou, etc., etc. Donc, un budget annuel confortable sur ce bien qui n'est pas très grand, mais qui a quand même quelques massifs de fleurs, quelques arbustes, une pelouse à tondre, etc., serait de environ 600 euros, plus une petite cinquantaine d'heures de travail. Sur la piscine, même principe pour un équipement différent. Alors, un pisciniste coûte bien plus cher à l'heure, on va dire, qu'un jardinier. On a sur la piscine une plage d'utilisation qui est plus faible. On va être sur du juin à octobre selon la météo. Ici, on a une piscine chauffée, donc même plutôt un peu plus large. On va commencer à l'utiliser peut-être dès le début du mois de mai. Si on fait venir un pisciniste toutes les semaines, c'est à peu près le rythme souhaité en saison d'utilisation. On va avoir une enveloppe pisciniste qui comprend donc tout ce qui est produit. Le pisciniste ne fournit pas les galettes de chlore ou de sel, le matériel nécessaire à l'entretien, les bandes de pêche, etc. Il utilise votre matériel à vous quand il vient. On est sur une enveloppe d'environ 2450 euros par an. Si vous le faites vous-même, le matériel coûte peu cher. Ça prend pas énormément de temps. Donc l'idée, quand on est sur des propriétaires qui occupent la maison et la maison est équipée d'une piscine, c'est plutôt d'essayer au maximum de le faire soi-même. C'est pas très compliqué. Quelques vidéos sur YouTube
ou autres vous permettre de savoir comment entretenir vos équipements, le filtre, le robot, etc., les faire passer, gérer votre pH. Donc voilà, ça peut être une belle économie relativement facile à réaliser. On serait, dans le cas de cette maison, environ une petite quarantaine d'heures par an, plus un budget de 600 € pour le matériel et les consommables. Sur la cheminée, un ramonage annuel, environ 130 €, rien de spécial. En général, on fait faire, ça nécessite un peu d'expertise ou en tout cas un peu de prise de risque. Et enfin, sur la maintenance, c'est un peu large en termes d'application. On va prendre en compte tout ce qui est petit entretien du quotidien. Il y a une poignée de porte cassée, il faut la réparer. Il y a une fuite d'un robinet, il faut changer le joint ou autre. Mais aussi tout ce qui va être entretien et remplacement lié au mobilier, aux équipements. La cafetière est morte, le lave-linge est en panne, etc., etc. Si sur chacun des petits tracas du quotidien, on fait intervenir un homme à tout faire ou un spécialiste, un plombier, un électricien ou juste un bricoleur qui vient faire des choses qu'on ne maîtrise pas soi-même, sur une maison de cette surface-là, avec ce niveau de standing, on va être sur environ 2000 € par an pour être serein sur la maintenance générale du bien. Si on fait soi-même, ça va prendre un peu de temps. Si on est à l'aise, on ne pourra pas forcément tout faire et ça va prendre quelques dépenses. Il va falloir fournir les matériels de remplacement, etc. Donc là, quand vous voyez 900 € plus 36 heures de travail, dans les 900 €, il y a quelques dizaines ou centaines d'euros de matériel pour ce qu'on est capable de faire soi-même, mais il y a aussi une intervention ou deux d'un électricien ou d'un plombier pour des choses plus techniques qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Si on fait le total, cette maison, alors je ne vous avais pas donné le prix d'achat qui vaut un peu moins de 800 000 € à l'achat, hors éventuels travaux, ameublement, frais de notaire, etc. On dépense quand même 2% du prix d'acquisition, donc environ 16 000 € par an, si on souhaite déléguer l'ensemble des postes d'entretien de la maison. Si on fait soi-même, au maximum, c'est toujours plus de 10 000 € par an, on est à 11 000 €. Encore une fois, selon les choix de chacun, il y a le fonds de travaux qu'on n'est pas obligé de faire, la vidéoprotection, c'est pas obligatoire, etc. Mais en tout cas, ça représente quand même une somme conséquente et beaucoup de temps, 144 heures de boulot. Alors quand on est en vacances en week-end, on va pas bosser comme si on travaillait, mais si on prend des journées de 4-5 heures où on jardine un peu, on bricole un peu, mais on profite un peu aussi, ça va représenter une trentaine de jours de présence dans votre résidence secondaire où vous ne profitez pas à 100%. Vous êtes aussi en train de travailler à l'entretien de votre maison. Dernière chose qui est importante à prendre en considération, là on ne parle pas du ménage, c'est quelque chose qui consomme énormément de temps mais qui est très dépendant de votre usage de la propriété. Donc on ne l'a pas chiffré, ce serait un peu aléatoire et ça va dépendre du rythme d'utilisation de chacun sur sa résidence secondaire. En revanche, pour un ménage professionnel avec gestion du linge de lit d'une maison de cette surface, on serait sur un forfait avec une société, pas en passant en direct et en espèces avec un particulier, on serait sur un forfait d'environ 150 €, sachant que si vous prenez un prestataire SAP, service à la personne, vous avez 50% de réduction d'impôt sur ce montant-là, donc plutôt 75 € de coût final sur la prestation. Si vous le faites vous-même, ça va être 6 à 8 heures de travail pour un ménage complet, carreaux, salle de bain, cuisine, linge de lit, etc., etc. Merci Mathieu pour cette présentation. Et donc, effectivement, comme on voit, il y a un arbitrage à faire entre un investissement 100% plaisir, où je délègue totalement la gestion de ma maison et des charges, où je décide d'en prendre une partie moi-même, mais notamment si j'ai la main verte, notamment si c'est quelque chose que j'apprécie. Il y a un autre arbitrage à réaliser sur cet investissement plaisir versus rentabilité. C'est ce que je décide de dédier certaines semaines, certains week-ends à la location courte durée. Il faut que ma maison soit un peu adaptée à ça, il faut que je puisse ranger mes effets personnels dans des espaces fermés à clé et déliés, il faut que j'ai une certaine logistique, une certaine organisation, sauf si je souhaite confier ça à une conciergerie locative. Et tout ça, c'est le but du prochain webinar
qui aura lieu dans 2 semaines et qui sera dédié à la rentabilité d'un investissement en résidence secondaire, qui sera animé par Ludovic de Jouvencourt, le fondateur de Prélo, et Meredek, le responsable des commerciaux chez Prélo. Et on verra que parfois, dédier le mois d'août à la location courte durée, plus certains week-ends un peu clés dans l'année, vous permettent de gommer entièrement les charges et de faire de l'investissement plaisir un investissement rentable. Dernière précision du coup, aujourd'hui, on a été généraliste dans notre approche des coûts d'une résidence secondaire. Notre vocation chez Prélo, c'est de réduire au maximum ces coûts et de les ajuster sur votre utilisation effective du bien. Un Français propriétaire d'une résidence secondaire l'utilise en moyenne une 40aine de jours dans l'année. Nous, on a un format de co-achat qui permet pour une part achetée, donc 1/8 de la propriété, de l'utiliser jusqu'à 44 jours dans l'année en payant du coup 1/8 seulement du prix d'acquisition, mais aussi 1/8 de tous ces coûts d'entretien et administratifs. On va relaisser un petit moment pour les questions et je vois que nous avons une autre question de Claire. Est-ce que sur les maisons proposées sur votre site, vous faites ce calcul? Effectivement, sur l'ensemble des biens que Prélo propose à l'achat, que ce soit en co-achat du coup sous forme de part, mais aussi en monopropriété, donc un achat de l'intégralité du bien. On fait une analyse complète de l'ensemble de ces postes de dépenses, mais aussi de l'enveloppe travaux à prévoir, des coûts d'ameublement et des revenus potentiels à la location saisonnière. Si vous avez un projet de résidence secondaire qui est bien défini, on est capable de vous accompagner sur l'identification du bien, l'analyse de cette propriété et des dépenses, des revenus que vous pouvez en tirer selon votre utilisation, et derrière les travaux, voire la gestion si vous souhaitez déléguer la gestion par la suite. Si nous n'avons pas d'autres questions, je pense que nous pouvons clore ce webinaire. La présentation sera partagée aux participants par email et on vous remercie de votre présence et on espère qu'on a répondu à vos interrogations sur les dépenses liées à la propriété d'une résidence secondaire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ah, il y a Maurice qui est en train d'écrire, Mathieu. Alors, ça peut être une question ou un au revoir. Non, un au revoir. Merci à tous les participants et bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.